j'ai expliqué sur mon site que j'avais été à de multiples reprises drogué et torturé par des gens qui voulaient me dissuader de révéler leurs petits secrets, et notamment l'ensemble de leurs symboles jusqu'au 33e degré. Ce que j'explique sur mon site, c'est vraiment 3 fois rien par rapport à tout ce que je sais au sujet des satanistes haut gradés. Alors cette information, selon laquelle j'ai été drogué et torturé à de multiples reprises, avec peut-être l'abus rituel satanique, est sans doute ce qui a reçu le plus de, ou qui a suscité le plus de suspicion et d'incrédulité. Les gens auxquels j'en ai parlé, y compris les gendarmes, ont décidé que j'étais fou, alors que je ne montrais aucun signe de folie, simplement parce que ce que je leur disais leur paraissait difficile à entendre et qu'ils n'en avaient jamais entendu parler. Je rappelle qu'ils m'ont même fait enfermer contre mon gré en hôpital psychiatrique et de manière illégale. Et je dis bien de manière illégale, j'en ai publié la preuve sur mon site. Alors j'aimerais reparler du conditionnement mental à base de drogue et de torture, afin que les choses soient un petit peu plus claires, et je commencerai par 2 préambules indispensables pour bien comprendre le conditionnement mental. Le premier point, dont beaucoup de gens ont entendu parler, ce sont les chiens de Pavlov. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Pavlov, c'était un médecin et physiologiste russe qui a obtenu le prix Nobel de médecine en 1904. Alors c'est important de le dire parce que Pavlov, c'était pas n'importe quel hurluberlu avec des théories loufoques. C'était pas un auteur de science-fiction, c'était un médecin et physiologiste, et il a obtenu le prix Nobel de médecine. Donc ça donne une idée du sérieux du bonhomme. Et Pavlov avait remarqué que les chiens salivaient avant d'être mis en contact avec la nourriture. Alors toute personne qui a eu un chien, ou qui connaît bien les chiens, sait que les chiens manifestent de la joie quand on leur donne à manger. Normalement, un chien adulte ne mange qu'une fois par jour. On peut lui donner de temps en temps une croquette dans un but d'éducation, mais normalement, un chien adulte mange une fois par jour. Et quand vous donnez à manger au chien, vous l'avez remarqué, ou vous le savez, il manifeste une certaine joie. Alors je parle des croquettes qu'on donne parfois aux chiens dans un but d'éducation. C'est aussi un conditionnement, une forme de conditionnement mental, mais contrairement au conditionnement que j'ai pu subir, qui est un conditionnement à base de peur et de souffrance, de torture, de douleur, c'est un conditionnement basé sur la récompense. On demande au chien d'exécuter un ordre, de s'asseoir, de se coucher, de se mettre debout, de donner la patte, ça ne sert à rien, mais certaines personnes le font. Je me suis amusé à ça avec mon chien quand j'avais 14 ans. Et puis si le chien fait bien ce qu'on lui demande, on lui donne une croquette. Pour ma part, j'ai jamais donné de croquette à mes chiens, mais il y a beaucoup de gens qui le font, ça se pratique, les éducateurs le conseillent. Et le chien associe le fait d'avoir obéi, d'avoir fait ce que son maître lui demandait, au plaisir qu'il a de recevoir une croquette. Et petit à petit, normalement c'est comme ça qu'il faut procéder, certaines personnes ne le font pas, certaines personnes avies donnent des croquettes à leurs chiens. Je le sais parce que j'ai travaillé en refuge SPA, enfin j'ai été bénévole en refuge SPA dans différents refuges pendant un total d'environ 4 ans, et j'ai vu qu'il y avait des chiens qui, systématiquement, quand on leur demandait de faire quelque chose, attendaient leur croquette. Des chiens qui pouvaient avoir 3, 4, 5 ans. Normalement, un chien de cet âge n'attend pas sa croquette quand il fait ce qu'on lui a demandé. Donc certaines personnes, de toute évidence, ont continué jusqu'à un âge relativement avancé de donner des croquettes à leurs chiens quand ils faisaient ce qu'on lui demandait. C'est un conditionnement basé sur le plaisir. Le chien obéit, il a sa croquette. Et normalement, petit à petit, on arrête de donner des croquettes et le chien continue d'obéir parce qu'il a associé le fait d'obéir au plaisir de recevoir une croquette. Et après, même s'il n'a pas sa croquette, il continue d'obéir. Alors, en réalité, je suis convaincu que les chiens obéissent aussi en partie parce que ça leur fait plaisir de faire plaisir à leur maître. Les chiens sont des animaux particulièrement aimants, à la différence des chats, tout le monde le sait, et les chiens obéissent aussi pour faire plaisir à leur maître. Mais l'histoire de la croquette, ça illustre le conditionnement qu'on peut faire, enfin qu'on peut appliquer à l'éducation des chiens. Un conditionnement, encore une fois, positif. Alors, dans cet ordre d'idées, Pavlov avait remarqué que les chiens salivaient avant d'être mis en contact avec la nourriture. Normalement, il y a un réflexe physiologique qui peut aussi parfois se produire chez l'être humain, c'est que quand on a faim et qu'on commence à manger,
les glandes salivaires produisent de la salive qui vont favoriser la digestion. Mais Pavlov avait remarqué que les chiens salivaient avant même d'être mis en contact avec la nourriture. Alors il a fait des expériences, alors c'est assez poussé, on explique sur Wikipédia qu'avec une fistule, il prélevait ou il recueillait les sécrétions d'une glande salivaire chez les chiens, et au moment de leur donner à manger, il agitait une clochette. Systématiquement, il donnait à manger aux chiens, il agitait la clochette. Et bien au bout d'un moment, quand il agitait la clochette, sans donner à manger, les chiens salivaient. Parce qu'ils avaient associé, et on n'est plus simplement dans la notion d'obéissance où le chien fait quelque chose délibérément dans le but d'obtenir une croquette et puis qu'ensuite il a associé le plaisir de recevoir la croquette au fait de délibérément obéir. On est dans un réflexe physiologique, un réflexe que le chien ne contrôle pas. On appelle ça un réflexe conditionnel. Pavlov agitait la clochette et bien qu'il ne donnait plus à manger aux chiens, les chiens salivaient. Cette expérience-là, elle met bien en lumière la notion de conditionnement mental. Alors on parle pour les chiens de Pavlov de réflexe conditionnel, mais je dirais que c'est une introduction au conditionnement mental. Alors là encore, c'est un conditionnement mental à base de récompense, ou tout au moins de plaisir. C'est un conditionnement mental qu'on pourrait dire positif. Il existe aussi un conditionnement mental de la même manière négatif. Alors il n'y a pas d'article sur Wikipédia en français à ce sujet, mais il y en a un sur Wikipédia en anglais qui s'appelle Fear Conditioning, conditionnement à base de peur ou conditionnement par la peur. Fear Conditioning, vous pouvez regarder sur Wikipédia en anglais. Si vous comprenez l'anglais, éventuellement une traduction automatique sera déjà pas mal. Alors pour illustrer de manière très concrète et tout à fait accessible le conditionnement à base de peur, et c'est pas simplement la peur, mais c'est aussi ce que j'appelle la torture au sens large du terme, je vais vous raconter une petite anecdote qui est fondamentale. En 1989, j'étais en Inde. Et je suis allé dans le monastère, on appelle ça un ashram en Inde, le monastère d'un des 4 maîtres, ou tout au moins du maître, d'une des 4 lignées bouddhistes. Il y a 4 lignées bouddhistes. Quand on parle de bouddhisme, les gens qui s'intéressent au bouddhisme, il y a 4 lignées, avec des enseignements légèrement différents. Et chaque lignée a son maître, son enseignant spirituel attitré, qui est évidemment un grand enseignant spirituel. Alors je ne parle pas du Dalai Lama, qui est une figure à la fois spirituelle et politique, je parle de gens qui sont vraiment des enseignants spirituels, des gens qui délivrent un enseignement spirituel, qui enseignent la méditation. Et donc j'étais au monastère de ce maître qui s'appelle Sakya Trizin. J'avais demandé un entretien avec lui, et en attendant l'entretien, j'attendais dans la cour, et puis il y a un gars, un Italien, bon c'est pas important, mais il était italien, qui vient, qui était en train de prendre son repas, et puis qui me dit, bon, ici tout le monde est végétarien, bon je m'en doutais un petit peu, à l'époque j'avais aussi cessé de manger de la viande, du poisson, et il me dit, tu vois ici tout le monde est végétarien, même le chien. Alors, évidemment c'est un petit peu étrange, et il me dit, ben regarde, et il se trouve qu'il y avait un chien qui était en train de manger du riz et des légumes. Il me dit, tu vois, même le chien est végétarien. Il me dit, attends, alors, pardon, parce qu'il me dit, tout le monde est végétarien, tous les moines sont végétariens. Lui était visiteur et il avait de la viande dans son assiette. Les moines, il m'a dit, tous les résidents, tous les moines sont végétariens, même le chien. Et lui, par contre, avait de la viande parce que c'était un visiteur et qu'il avait droit à de la viande. Et il me dit, mais le chien, il n'en mange pas de la viande. Alors, vous voyez, c'est plus facile à entendre que j'ai été drogué et torturé dans le but de me dissuader de révéler ce que je sais, un chien végétarien. Et pourtant, j'y croyais pas, et vous y croyez peut-être pas non plus. Le gars prend un morceau de viande dans son assiette et me dit, regarde. Il le pose à côté de l'assiette du chien, à peut-être 1 mètre, vous voyez, ou 50 centimètres. Le chien voit qu'on a posé de la nourriture, alors évidemment, il va regarder. Si vous connaissez les chiens, vous savez ce qu'ils font. Il s'approche, il flaire un peu. Il ne mange pas la viande. Il retourne manger son riz et ses légumes. J'étais époustouflé.
Comme je vous ai dit, je connais bien les chiens. À l'époque, je les connaissais un peu moins bien que maintenant, mais je connais quand même bien les chiens. Un chien qui refuse de la viande, je n'avais jamais vu ça et je n'aurais jamais imaginé ça. Il me dit, tu vois, ici, tous les gens qui vivent ici, même le chien, sont végétariens. Et ce n'est que des années plus tard, à la lumière de ce que j'ai moi-même subi, ce que des proches ont subi, et j'ai fini par reconstituer les pièces du puzzle à partir d'un certain nombre d'éléments. Il serait beaucoup trop long pour en parler, mais l'important c'est le principe. Des années plus tard, j'ai compris pourquoi ce chien était végétarien, et que l'on me croit ou pas, tous les gens qui connaissent les chiens et qui connaissent un petit peu les travaux de Pavlov n'auront aucune difficulté à entendre comment on a rendu ce chien végétarien. C'est pas parce que les gens du lieu étaient tellement spirituels, parce que c'est un petit peu ce qu'on essayait de me faire entendre, hein, que ces gens sont tellement spirituels que même leur chien est végétarien. Non, c'est parce que à chaque fois qu'on avait proposé de la viande à ce chien, on lui avait soit fait peur, par exemple en le frappant avec un journal, ce qui fait pas mal mais qui effraie, ou en lui donnant un électrochoc, peu importe la méthode. On avait conditionné ce chien, non plus par un conditionnement positif, si tu obéis, tu auras une croquette, et puis à la fin tu obéis même si tu n'as pas de croquette, mais par un conditionnement négatif, ce que sur Wikipédia, encore une fois en anglais, on appelle conditionnement par la peur, mais ça peut être aussi conditionnement par la torture, bien évidemment. Je te propose de la viande, si tu la prends, je te fais peur ou je te fais mal. Une fois, 5 fois, 10 fois, 50 fois, le temps qu'il faut. Il arrive un moment où le chien a associé le fait de manger la viande à la peur et ou à la souffrance. Et de la même manière que le chien salive quand on agite une clochette, même si on ne lui donne plus à manger en même temps qu'on agite la clochette, de la même manière qu'un chien continue d'obéir même si on ne lui donne plus une croquette quand il obéit, le chien qui suffisamment souvent et pendant suffisamment longtemps a eu peur ou mal quand il mangeait de la viande, il ne mange plus de viande, il n'en veut plus. D'ailleurs, on a fait des expériences avec des singes qui étaient similaires, hein. Le singe est pourtant bien plus intelligent que le chien. On mettait des singes dans une cage, on mettait une banane au milieu de la cage, et si un singe prenait la banane, tous les singes recevaient un choc électrique, tous. Au bout de pas longtemps, plus personne ne touchait la banane, hein. Aussi affamés qu'ils puissent être, les singes, hein. Ils ne sont pas fous, hein. Ils recevaient des chocs électriques puissants. C'est une expérience scientifique qui a été faite, hein. Alors, pour la petite histoire, je vais vous raconter la suite de l'expérience, parce que cette expérience-là en elle-même, elle n'est même pas le plus important. Pour la petite histoire, au bout d'un moment, quand aucun des 10 singes, il y avait 10 singes dans la cage, ne touchait à la banane, on mettait un nouveau singe. On enlevait un des 10 singes et on en mettait un nouveau. On mettait une banane au milieu de la cage. Le nouveau singe, qui n'était pas au courant, qui risquait de prendre un choc électrique, voulait prendre la banane, et les 9 autres singes lui sautaient dessus et le frappaient pour l'empêcher de prendre cette banane. Voilà jusqu'où ça va le conditionnement par la peur. Alors après, on continuait, on enlevait un des 10 singes d'origine, on en mettait un deuxième qui était nouveau, etc. etc. Je ne vais pas vous raconter toute l'expérience, c'est un petit peu autre chose. Mais ça illustre le conditionnement par la peur. Et ça, c'est une expérience scientifique. Je ne l'ai pas cherchée sur Internet, elle me vient à l'esprit, en fait, je n'avais pas prévu d'en parler, mais c'est une expérience scientifique que je connais depuis longtemps, parce que je me suis beaucoup intéressé au comportement, et le comportement humain a été peu étudié, le comportement animal a été un petit peu plus étudié. J'ai vu mon oncle d'Amérique à l'époque d'Alain René, avec les travaux d'Henri Laborit. Bon, voilà. Donc je m'intéresse au comportement. Et donc cette expérience avec les singes, et c'est la même chose pour le chien végétarien, elle illustre bien le conditionnement par la peur et la souffrance. Alors il ne faut pas se leurrer. On fait la même chose avec les êtres humains. Des gens qui se croient en droit de contrôler les autres font la même chose avec les êtres humains. Ils les droguent d'abord, d'une part pour les rendre dociles, parce que quand on a été drogué avec certaines drogues, comme le GHB ou paraît-il la scopolamine, alors sur Wikipédia, on donne des renseignements extrêmement succincts sur la scopolamine. Par contre, on trouve un certain nombre de documentaires qui indiquent que ça agit un petit peu comme le GHB, et ce serait même encore mieux du point de vue des tortionnaires, parce que c'est utilisé pour voler les gens ou pour les conditionner, parce que le GHB laisse les gens un peu hébétés,
Donc on a l'impression qu'ils ont bu, on sent que quelque chose n'est pas normal. Il paraît que les gens qui ont pris de la scopolamine, on détecte beaucoup moins qui ne sont pas dans leur état mental normal, et pourtant ils sont dociles et ils oublient. Alors le GHB a la particularité, il faut le savoir aussi, d'induire non seulement une amnésie qui commence à partir du moment où la drogue a été administrée, c'est-à-dire qu'on a des témoignages de gens qui disent voilà, j'ai bu un verre dans un bar, puis je me suis retrouvé toute nue le lendemain matin dans mon lit dans une chambre d'hôtel, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ils ne se souviennent de rien. Mais le GHB induit aussi une amnésie rétrograde, et c'est extrêmement important. Ça veut dire que la victime oublie non seulement ce qui s'est passé après avoir été drogué, mais également les quelques minutes qui précèdent l'administration de drogue. Alors, d'après mon expérience, vu que ça m'est arrivé très souvent, ça doit être de l'ordre d'une minute. Si les gens qui m'ont drogué, puis fait subir Dieu sait quoi, puisqu'après, évidemment, je n'ai pas les détails, mettaient plus d'une minute entre le moment où ils me droguaient, le moment où ils entraient dans ma chambre la nuit et le moment où ils me droguaient, je me souvenais qu'ils entraient dans ma chambre la nuit. J'ai 10 ou 12 souvenirs de personnes pénétrant dans ma chambre la nuit, et puis plus rien, je me souviens plus de rien après. Alors le truc, et c'est important de le noter, je dormais avec une PPC. Une PPC, une machine destinée à traiter les apnées du sommeil. Alors c'est dommage parce que c'est pareil, je n'avais pas prévu, je ne prévois pas ce que je vais dire, hein, je parle comme ça librement, donc je n'ai pas de masque avec moi. Et comme j'ai souvent le nez bouché, j'avais un masque qu'on appelle facial. Donc le masque facial, il est comme ça. Et la PPC, c'est une machine qui envoie de la pression pour garder les voies aériennes supérieures dégagées. Et donc je dormais avec mon masque comme ça. Donc la personne qui voulait me droguer pour ensuite me faire subir Dieu sait quoi, il fallait qu'elle pénètre dans ma chambre, qu'elle pénètre sans bruit dans mon logement. Bon, ça c'est pas difficile. Hein, on peut se procurer la clé chez un voisin, l'agence immobilière, un ancien locataire, un ancien propriétaire, éventuellement un serrurier. Bon. C'est pas difficile pour des gens qui ont un peu de pouvoir de se procurer une clé. Alors ils rentrent sans bruit dans le logement, ils pénètrent dans la chambre, là, un certain nombre de fois je me suis réveillé. Ensuite il fallait qu'ils m'enlèvent mon masque, qui était très étroitement serré parce que j'avais une pression élevée, 15, c'est énorme. Hein. Les gens qui s'y connaissent un petit peu savent que c'est énorme. Ces machines délivrent une pression théorique de 0 à 20, mais en réalité elles sont en général bridées de 4 à 18. Et 4, c'est vraiment très peu. Et les gens qui ont 18 de pression, c'est extrêmement rare. Et même 15, c'est beaucoup. Même 15, c'est déjà beaucoup. Et comme ça souffle très fort, ça a tendance à fuir. Et quand ça fuit, non seulement c'est un peu moins efficace, et surtout c'est très désagréable. Et ça empêche de dormir. Donc, pour que ma PPC soit efficace, et pour qu'il n'y ait pas de fuite, pour que je dorme correctement, je serrais mon masque très très fort. Très très fort. Donc la personne qui pénétrait dans la chambre, elle disposait d'environ une minute. Alors je ne vais pas chronométrer bien évidemment, hein, c'est un ordre de grandeur. Pour pénétrer dans la chambre, m'enlever mon masque, qui était attaché par derrière alors que je dormais sur le dos, donc vous voyez, il y avait toute une manipulation. Et ensuite me droguer. Et du fait de l'amnésie rétrograde, j'oubliais que la personne était rentrée dans ma chambre. Mais si quelqu'un qui au début n'avait pas l'habitude, mettait un peu trop longtemps entre le moment où il avait pénétré dans ma chambre, puis le temps de m'enlever mon masque qui me droguait, je me souvenais que la personne était rentrée dans ma chambre. Alors j'ai dit une minute, ça peut être 30 secondes, je ne sais pas. Mais il m'est arrivé, peut-être 10 ou 12 fois, d'avoir le souvenir très clair d'une personne entrant dans ma chambre au milieu de la nuit. Et puis tout d'un coup, plus rien, le trou noir. Donc tout ça pour dire que j'ai compris, à la lumière de ce que j'ai vécu, à la lumière des quelquefois une dizaine, une douzaine quand même, hein, où j'ai vu quelqu'un entrer dans ma chambre la nuit, et puis tout d'un coup, le trou noir là par contre, hein, et je vois la personne arriver, et puis le trou noir, et je me réveille des heures plus tard. Et j'ai eu une femme avec laquelle je vivais qui a subi la même chose, et qui parfois entrait dans des états de régression, où elle se mettait à hurler la nuit en disant que quelqu'un l'étranglait. Elle avait les yeux ouverts, mais on aurait dit qu'elle rêvait. C'était des sortes de régressions spontanées. Elle se mettait à hurler la nuit, les yeux ouverts, que quelqu'un l'étranglait.
Et c'est avec ces informations et un certain nombre de petits détails que j'ai fini par comprendre que de la même manière qu'on conditionne des chiens pour saliver rien qu'en entendant une clochette, de la même manière qu'on conditionne des chiens pour obéir même si on ne leur donne plus la croquette qu'on leur donnait au départ, et de la même manière qu'on a pu rendre un chien végétarien. Et encore une fois, il y a un article quand même s'il est un peu succinct par rapport à tout ce que je révèle sur Wikipédia au sujet du conditionnement par la peur, mais c'est aussi la peur et la douleur. Eh bien, des gens pénètrent dans la chambre de leur victime la nuit, les droguent, du fait de l'amnésie rétrograde, même si les gens se sont réveillés, en général ils ne se souviennent de rien. Je dis en général parce que comme je dormais avec un masque, mais il s'est trouvé que les personnes qui n'ont pas été assez rapides, je me suis souvenu qu'elles sont entrées dans ma chambre. Et puis après m'avoir drogué, là effectivement je ne sais pas exactement ce qu'on faisait. Cette femme avec laquelle j'ai vécu, qui faisait des sortes de cauchemars éveillés, qu'on l'étranglait, me laisse donc soupçonner qu'on étrangle les gens. J'ai lu des témoignages de gens qui avaient été électrocutés sur les dents, parce que ça ne laisse pas de traces. On sait bien que si on se réveille avec des traces d'électrocution sur les bras ou je ne sais pas où, ça va faire un petit peu désordre. Sur les dents, c'est extrêmement douloureux. Ça déglingue certainement un petit peu le fonctionnement du système nerveux. Et puis, ça ne laisse aucune trace. Alors le principe, il est très simple. Si on ne veut pas qu'une personne révèle quelque chose, on la drogue. C'est exactement la même chose que pour le chien, sauf que c'est juste un tout petit peu plus élaboré. On la drogue, d'une part pour qu'elle obéisse, ce qu'elle ne peut pas s'empêcher de faire. Avec le GHB et paraît-il avec la scopolamine, les gens obéissent. Même s'ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas ne pas obéir. Ils sont complètement soumis à la personne qui les a drogués. Et puis ils se souviennent de rien, y compris donc des quelques instants, on va dire, qui précèdent l'administration de drogue. Une fois qu'ils sont drogués, on leur demande par exemple de révéler ce qu'on ne veut pas qu'ils révèlent. On leur demande de révéler un secret. Ils le révèlent. Ils le révèlent. La docilité induite par la drogue fait qu'ils ne peuvent pas le révéler. Ensuite, on leur reproche de l'avoir révélé, et soit on les étrangle, soit on les électrocute. Il y a peut-être d'autres méthodes, c'est pas ça qui compte. On fait peur et on fait mal. Il y a des gens qui sont violés de cette manière. Il y a des jeunes gens, je l'ai dit, je ne l'ai pas dit sur mon site, mais il y a des jeunes gens qui sont violés et même prostitués de cette manière. On les drogue et puis ensuite on les viole et on les prostitue. Alors il y a un truc qui est aberrant, c'est que les gens auxquels j'ai parlé de ça ont l'air de croire que le GHB est réservé aux violeurs qui ont une conscience, qui violent une personne de temps en temps pour leur petit plaisir. Il ne faut pas se leurrer, les proxénètes font la même chose, y compris parfois avec des célébrités. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer extrêmement cher pour violer une célébrité. Alors il y a des gens qui font ça avec des célébrités. Tiens, elle t'intéresse celle-ci? Ben, viens avec moi, on va rentrer chez elle, on va la droguer et tu vas pouvoir en faire ce que tu veux. Et ça va te coûter très très cher. Il y a une chose que j'ai envie de préciser au sujet du GHB, parce que ça, on en parle très peu, on l'appelle la drogue du violeur, tout le monde en a entendu parler, mais j'ai pu constater par moi-même, je dirais un début d'effet du GHB, et il y a donc une particularité, c'est que ça rend les gens très sexuels. C'est-à-dire que même des gens qui sont naturellement peu intéressés par la sexualité deviennent très sexuels, très sensuels avec le GHB. Alors, ça aussi c'est une anecdote, c'est du vécu. Il y a des choses comme ça qui ont été mises sur mon chemin et qui m'ont permis de comprendre un certain nombre de choses. Et donc j'étais à l'époque, j'avais plein d'amis qui avaient en moyenne 25 ans. Et un jour, lors d'une soirée, un gars que je connaissais à peine avait apporté une bouteille de GHB. Il avait, et c'était déjà dans les années 2000, on en parlait déjà un petit peu du GHB, mais c'était beaucoup moins connu que maintenant. Il avait, le gars, une bouteille d'1 litre de GHB. Je ne sais pas comment il s'était procuré ça, mais il avait une bouteille d'1 litre de GHB, sachant qu'il en donnait, alors il l'avait amené dans cette soirée pour le proposer à titre de drogue récréative, parce qu'il y a des gens qui prennent ça
ça aussi en petite quantité. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes quantités quand il s'agit de provoquer une amnésie complète et de droguer les gens, enfin oui, et de violer les gens, ou quand il s'agit de l'utiliser en tant que drogue récréative, mais je ne me souviens plus les quantités qu'il donnait en tant que drogue récréative, mais il avait une seringue et il mesurait la quantité, ça devait être de l'ordre d'1 ou 2 millilitres. Hein. Et il mesurait, il avait une toute petite seringue et il mesurait la quantité avec sa seringue. C'est pour dire, c'est pas tiens, je t'en verse un verre et puis qu'il y ait ça ou ça ne changera pas grand chose. Non, il le dosait à la seringue pour avoir des doses précises. Et donc il avait amené ça et il proposait à ceux qui voulaient goûter le GHB d'y goûter. Je n'y ai pas pour ma part goûté, j'en ai jamais pris. Et il avait dit d'ailleurs qu'il était déconseillé de boire de l'alcool. Pour ma part, je ne buvais déjà pas d'alcool, mais il avait dit qu'il était déconseillé de boire de l'alcool et de prendre du GHB en même temps. Donc il avait annoncé dès le début de la soirée qu'il avait du GHB, que ceux qui voulaient y goûter pouvaient le faire et qu'il leur déconseillait de prendre de l'alcool. C'est pour ça qu'il avait pris la parole en début de soirée pour dire voilà, ce soir, buvez soit de l'alcool, soit du GHB, mais je vous déconseille de prendre les deux. Et il y avait une fille dans ce groupe d'amis, on était très nombreux à se retrouver dans diverses soirées, et pas seulement des soirées d'ailleurs, hein, mais bon, à se retrouver aussi dans des soirées. Et il y avait une fille qui était connue pour être, alors elle devait avoir, elle aussi dans les 25 ans. Et c'était une fille qui était très prude, très très prude. Et elle avait un copain depuis plusieurs mois, alors je ne me souviens plus maintenant depuis combien de temps, et elle n'avait jamais été plus loin que de lui tenir la main. Qu'est-ce que cette fille pouvait avoir vécu pour, à cet âge-là, être restée plusieurs mois avec son copain en n'allant jamais plus loin que de lui tenir la main. Elle l'avait jamais embrassé, et c'était connu parce qu'il s'en plaignait un petit peu, il disait bon, ben, ça fait quand même des mois qu'on est ensemble, elle refuse même de m'embrasser. C'était quand même quelque chose d'assez énorme. Tout le monde connaissait l'histoire de ce couple, et tout le monde savait que cette fille refusait d'embrasser son copain, elle n'avait jamais été plus loin que de lui tenir la main, ça donne une idée. La fille avait vraiment d'énormes blocages. Et pendant la soirée, c'était une fille qui, autant que je me souvienne, ne buvait pas spécialement non plus. Et elle n'a pas pris de GHB pendant le plus gros de la soirée. Et puis, je ne sais pas ce qui lui a pris. Elle s'est laissée tenter, en fin de soirée, de goûter, hein, comme on dit, du GHB. Elle en a pris la quantité qui était recommandée, hein, c'est-à-dire 3 fois rien. Et je l'ai vue, cette fille. Et je le connaissais, son copain, hein, je le connaissais, son copain qui se plaignait qu'il n'avait jamais pu embrasser sa copine, alors qu'elle avait quand même un âge auquel d'habitude on va un petit peu plus loin, hein, et alors qu'ils étaient ensemble depuis plusieurs mois. Et j'ai vu cette fille, le copain n'était pas là ce soir-là, hein, j'ai vu cette fille, coup sur coup, et je le dis de manière légèrement vulgaire, mais c'est à dessein, parce que c'est le choc que ça m'a fait. J'ai vu coup sur coup cette fille rouler une grosse pelle à 2 garçons qui était dans cette soirée. Elle a roulé une grosse pelle à l'un, et puis quand ça a été fini, l'autre a dit hey, moi aussi j'en veux, et elle a roulé une grosse pelle à l'autre. C'est pas grand chose par rapport à un viol, mais ça donne une idée de la puissance de cette cochonnerie de drogue pour qu'une fille qui, après être restée plusieurs mois avec son copain, et n'être jamais allée plus loin que lui tenir la main, se mette comme ça à embrasser de manière, on va dire, très appuyée, 2 garçons qui étaient là, avec lesquels elle n'avait pas spécialement enfin voilà, elle n'était pas très proche d'eux, quoi. Voilà l'état dans lequel elle avait mis le GHB. J'avoue avoir été choqué de voir cette fille faire ça. C'était pas le geste en lui-même, hein. Une autre fille aurait fait ça, ça m'aurait absolument posé aucun problème, hein. C'est pas une question d'être moi-même extrêmement pudibond, non, c'est pas la question. C'est que cette fille, jamais j'aurais imaginé que cette fille ferait une chose pareille avec ce qu'on savait d'elle. Alors il y a une désinhibition extrêmement grande qui se produit avec le GHB, une désinhibition qui va aussi avec une pulsion sexuelle, parce qu'embrasser de cette manière, quand on n'a jamais été plus loin que de tenir la main à son copain alors qu'on est avec lui depuis plusieurs mois, c'est déjà de l'ordre de la pulsion sexuelle, hein. Vous imaginez ce que ça peut faire sur des gens qui ont une vie sexuelle, entre guillemets,
En tout cas, qui ont une vie sexuelle à peu près épanouie. Vous imaginez ce que ça peut leur faire. Donc quand je dis que le GHB est utilisé pour prostituer des gens à leur insu, y compris des célébrités, ça donne une idée. Ils ne se souviennent de rien, ils sont dociles, ils font tout ce qu'on leur demande, et non seulement ils font tout ce qu'on leur demande par docilité, j'ai parlé de la docilité, mais aussi parce qu'il y a une excitation sexuelle et une augmentation très importante de la pulsion sexuelle qui est provoquée par le GHB. Et ça, je ne l'ai pas lu sur Internet, je l'ai vu de mes yeux. Cette anecdote, elle donne une idée de l'intérêt du GHB pour les proxénètes. Parce que vous comprenez bien que violer une personne qui est à moitié dans les pommes, c'est pas beaucoup mieux, c'est sûrement un petit peu mieux, hein, c'est pas beaucoup mieux qu'une poupée gonflable. Hein. Alors évidemment, hein, c'est un peu mieux fait, c'est chaud. Enfin, il n'y a pas beaucoup de répondants. Mais imaginez l'intérêt pour des violeurs, mais aussi pour des proxénètes, d'une personne qui est tellement désinhibée sur le plan sexuel et qui va, finalement, après avoir été droguée, tout en ne se souvenant pas de ce qu'on lui a fait subir, se comporter avec encore plus d'ardeur et d'enthousiasme que des prostituées professionnelles qui, elles, font délibérément, qui, elles, se prostituent délibérément. Je ne sais pas si vous imaginez l'intérêt du GHB pour des proxénètes. Quand on peut transformer n'importe qui en bombe sexuelle. Et quand je parle de bombe sexuelle, je ne parle pas juste de l'apparence, mais du comportement. Et il faut quand même être extrêmement stupide et naïf pour imaginer que le GHB est utilisé de manière très occasionnelle par des violeurs isolés. Il est aussi utilisé par des proxénètes, y compris sur des gens que d'autres personnes vont être prêtes à payer très cher pour violer, des célébrités. Il ne faut pas se leurrer. Les violeurs, les utilisateurs de GHB n'ont pas suffisamment de conscience pour violer les gens, mais seulement pour leur petit plaisir. Non. Ils peuvent aussi prostituer des gens de cette manière. Ils peuvent aussi violer, voire prostituer des enfants. Les pédophiles n'ont pas une conscience. Ils n'attendent pas que les gens aient 18... Enfin, les violeurs n'ont pas une conscience. Ils n'attendent pas que les gens soient majeurs pour les violer ou les prostituer. Les pédophiles aussi utilisent de la drogue pour violer, voire prostituer des enfants. Il faut être extrêmement stupide et naïf pour imaginer que le GHB, pour ne parler que de lui parce que c'est la drogue la plus connue, dont on parle dans les médias régulièrement, n'est utilisé que par des violeurs isolés qui ne font ça que pour leur petit plaisir et qui ne violent que des gens adultes. Non, il y a aussi des proxénètes, des pédophiles et des pédoproxénètes qui utilisent du GHB pour violer des gens, voire des enfants, et les prostituer. Donc ça peut faire partie aussi des méthodes de conditionnement mental, bien que c'est un petit peu long s'il faut violer une personne à chaque fois qu'on veut la dissuader de révéler quelque chose. L'étranglement et les électrochocs sur les dents, c'est quand même beaucoup plus efficace. J'ai fait un petit aparté parce que certaines personnes emploient aussi le viol comme punition. Certaines personnes emploient aussi la prostitution comme punition. Et donc, pour revenir au conditionnement mental, le principe en lui-même est extrêmement simple. On drogue une personne, on lui demande de révéler, on va dire, le secret. Voilà. Le secret qu'on ne veut pas qu'elle révèle, je vais appeler ça le secret de manière générique, pour ne pas mettre de... Dans mon cas, ça peut être les symboles des satanistes au gradé que je connais parfaitement, ça peut être les méthodes de conditionnement mental, des choses de ce genre. On lui dit, dis le secret. La personne, parce qu'elle a été droguée, qu'elle ne peut pas ne pas obéir, dit le secret. Ensuite, on lui reproche d'avoir dit le secret, on l'étrangle ou on l'électrocute. Ça fait peur et ça fait mal. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On recommence. Dis le secret. La personne, elle n'a pas envie de dire le secret parce qu'elle a peur de se faire encore étrangler ou électrocuter. Mais elle ne peut pas ne pas obéir parce que c'est comme ça que fonctionnent ces drogues. C'est terrible, ça induit une docilité totale. Les gens obéissent, ils n'ont plus aucune volonté. Plus aucune volonté, ils ne peuvent pas refuser, ils ne peuvent pas désobéir. Dis le secret. Personne n'a pas envie de dire le secret. Et moi, j'ai des souvenirs de fois où on avait dû me droguer insuffisamment. C'est pas toujours facile à doser.
et où je me souviens qu'on me demandait de faire des choses que je ne voulais pas faire, et que je résistais, et puis que je ne pouvais pas désobéir. Ça m'est arrivé une fois. Je pense que ce jour-là, on n'a pas donné suffisamment de drogue, ce qui fait que d'une part, je me suis en partie souvenu, et d'autre part, je résistais un petit peu. J'ai été drogué et torturé, et je dis torturé au sens large du terme, parce qu'étrangler les gens ou leur donner des électrochocs sur les dents, c'est de la torture. J'ai été drogué et torturé suffisamment souvent pour avoir pu retrouver comme ça quelques éléments. Et il y a eu cette fois-là, c'est une unique fois, mais elle est précieuse dans la compréhension que j'ai du conditionnement mental à base de drogue et de torture, où j'ai souvenir, certainement donc parce qu'on ne m'avait pas donné suffisamment de drogue, où j'ai souvenir que je résistais, mais malgré tout, j'arrivais pas à résister suffisamment. Je finissais quand même par faire ce qu'on me demandait. Alors ce jour-là, on m'a seulement violé. Ça, je m'en souviens. Et je dis seulement entre guillemets. Hein. Donc, on demande à la personne à nouveau de dire le secret. Elle le dit parce qu'elle ne peut pas ne pas le dire. Et à nouveau, on lui reproche d'avoir révélé le secret, on l'étrangle, on lui donne des électrochocs. Ça fait peur et ça fait mal. Et on répète ça suffisamment souvent, dans une nuit et même au cours de plusieurs nuits, pour que la personne associe le fait de dire le secret à la peur et à la douleur. Et de même qu'un chien refuse de la viande et retourne manger du riz et des légumes, la personne qui a été conditionnée de cette manière ne se souvient de rien, et pourtant, la seule idée de révéler le secret lui fait tellement peur qu'elle ne dit rien.